nationale. Merci beaucoup à vous. Alors, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, mais aussi chers amis de l'économie circulaire. Alors, nous sommes près de 2 ans après le discours de lancement de la concertation sur la feuille de route de l'économie circulaire. On ne se quitte plus. Et à l'époque, j'avais émis un souhait, qui était que celui que l'économie circulaire devienne un sujet de conversation dans tous les repas de famille. Parce que c'est le cœur de la transformation économique et culturelle nécessaire pour une société qui soit compatible avec les limites de la planète. Aujourd'hui, le sujet est installé dans le débat public sur la transition écologique. Il est installé à l'agenda parlementaire. Ce sujet, il est aussi au cœur de l'acte 2 du quinquennat. C'est vrai que l'expression plutôt économie circulaire, pour beaucoup de Français, ça reste encore un peu flou. Il y en a certains qui nous disent mais est-ce que ça ne serait pas les circuits courts? D'autres qui nous disent mais c'est pas du blanchiment d'argent, parce que vous savez, il y a cette notion de circularité. Bref, si le terme même reste encore un peu un terme de niche, je crois que la question plus générale des déchets, du changement de mode de production et de consommation, il est vraiment au cœur des priorités et des préoccupations des Français. D'ailleurs, quand on leur demande aux Français les actions pour lesquelles ils veulent faire plus pour l'écologie, qu'est-ce qu'ils seraient prêts à faire pour l'écologie, ils répondent, et ça c'est un sondage que je vous cite, qui a été publié en août dernier, ils répondent en priorité le tri et le recyclage, avec 97% des Français qui nous disent qu'ils veulent faire plus pour le tri, plus pour le recyclage. Ensuite vient la réparation. 96% d'entre eux disent qu'il faut qu'on puisse réparer plus, il faut développer la réparabilité. Et puis ensuite, en troisième position, la fin du plastique à usage unique, avec 95% des Français qui disent qu'ils pourraient se passer facilement d'objets plastiques à usage unique. Alors ces résultats-là, c'est pas tout à fait une surprise. C'est pour ça que ça fait 2 ans qu'on travaille, alors vous, modestement, le gouvernement auquel j'appartiens, vous bien sûr, des années et des années. Et ce résultat-là, en plus, ces informations-là, nous les avions aussi et elles nous sont remontées très fortement dans le cadre du grand débat. Le président de la République, dans sa lettre de cadrage du grand débat sur la transition écologique et solidaire, il n'avait pas inclus cette question des déchets, cette question de l'économie circulaire, et pourtant, elle est remontée très très fortement dans tous les débats, mais aussi dans toutes les consultations en ligne. Les Français, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, donnez-nous le pouvoir de faire, donnez-nous le pouvoir de faire plus, concrètement, donnez-nous plus de moyens. L'économie circulaire, le tri, la consommation durable, la lutte contre le gaspillage, ce sont des gestes du quotidien qui sont réalisables par tout le monde, quelle que soit l'origine sociale, quel que soit le lieu géographique, avec des résultats qui soient concrets, qui sont rapides, qui sont là. C'est ça que les Français veulent. Ils exigent en somme que chacun, citoyen, élu, entreprise, agisse au maximum de leurs facultés pour enclencher de nouveaux modes de production et de consommation. On ne peut plus se contenter de travailler de façon presque optimale. On doit, dans ce domaine-là en particulier, viser l'excellence et permettre à chacun de faire plus, chaque partie prenante. Mais ça suppose un vrai changement d'approche dans la façon de gérer nos déchets pour en faire des ressources, mais surtout dans la façon de concevoir nos produits. Et c'est ce basculement vers l'amont qui est la nouvelle frontière. Beaucoup d'entre vous m'en avez beaucoup parlé au cours de ces 2 dernières années, en disant mais travaillons sur l'amont aussi. En pratique, ça doit se traduire par la suppression des emballages inutiles, le développement du réemploi, de la réparation, pour que la durée de vie des produits redevienne un critère de qualité. Ça a disparu, ça. Et qu'au bout du bout, tous les matériaux soient plus ou moins recyclés. C'est ça l'économie circulaire. Alors c'est avec beaucoup d'humilité que je suis devant vous. Je le vous dis très sincèrement. Parce que je sais que ce combat contre le gaspillage, pour l'économie circulaire, vous l'avez commencé il y a longtemps. Il y a très longtemps. Je sais que mes prédécesseurs de tous les bords politiques ont aussi déployé des efforts considérables depuis près de 30 ans. Je sais qu'ils ont été aiguillés, nourris dans leurs travaux par vous ici présents dans la salle. Je sais que des élus, des entrepreneurs, des associations se sont engagés depuis des années et des années sur ces sujets et que sur le terrain, vous œuvrez tous les jours
pour gérer les déchets sur votre territoire. Et je sais combien c'est difficile. Moi aussi, je suis élue, alors peut-être que c'est un peu plus facile que je crois quand on est maire, particulièrement, on est au premier contact de tout ce qui remonte de la part des Français et des administrés, et je sais que parfois, vous devez faire face, et que vous devez faire face à beaucoup de remarques sur la façon dont les déchets sont gérés. C'est vous qui êtes en première ligne, et donc j'ai beaucoup de respect et d'humilité pour le travail que vous faites. Et c'est pour ça aussi que je veux m'inscrire simplement dans la continuité de cet héritage, et rendre hommage à tous ceux qui ont participé à cette grande aventure. Celle de la responsabilité élargie des producteurs, qui est inscrite dans le droit français dès 1975. Là aussi, la France est pionnière. Celle du bac jaune, de l'éducation aux gestes de tri, des centres de collecte et de recyclage partout sur les territoires, des initiatives innovantes qui cherchent chaque jour l'intérêt général et le bien vivre, le mieux vivre sur nos territoires. C'est ça aussi la transition écologique, c'est mieux vivre. Beaucoup de choses ont donc été faites. Désormais, on doit aller plus loin. Je sais que là-dessus, vous êtes aussi d'accord avec moi. Pourquoi? Parce que la donne a changé. Les Français, ils nous demandent de faire plus et plus vite. Ils veulent de nous l'excellence, la tolérance zéro vis-à-vis du gaspillage. Surtout après le mouvement des Gilets jaunes. C'est ce qui est remonté très fortement dans le grand débat. Vous nous demandez de faire des efforts, mais on voit des systèmes de gestion des déchets où on voit des entreprises qui ne font pas assez pour lutter contre le gaspillage. Aidez-nous à rétablir cette justice-là, cet équilibre-là. Et nous l'ont demandé les Gilets jaunes. Les Français veulent aussi, comme je disais, mieux trier, mais ils veulent aussi que les obligations de tri des entreprises, comme par exemple les fast-foods, et j'ai pris le taureau par les cornes, comme vous le savez, soient respectées. Ils ne tolèrent plus que leurs fruits et leurs légumes soient emballés dans un emballage qui est lui-même dans une poupéreuse d'emballage. Parce que c'est absurde. Ils ne comprennent pas non plus que leur machine à laver tombe en panne plus vite qu'autrefois. Et qu'il n'y ait même plus de réparateur qui soit capable d'intervenir. Ou alors que la réparation coûte plus cher que d'acheter un objet neuf. Ils ne comprennent pas que nous n'arrivions pas à diminuer drastiquement les volumes de déchets qui sont enfouis, dans des décharges d'ailleurs qui sont toujours plus saturées. Et ils ne supportent plus que les paysages, les forêts, leurs plages soient souillées de déchets sauvages. Et l'Europe aussi, elle nous demande de faire plus. Elle nous indique un cap d'ailleurs qui est très clair. Elle nous dit, nous l'avons vu, elle nous dit, et elle nous demande, on l'a vu, elle nous demande d'aller plus loin sur la fin de certains plastiques à usage unique. Et donc en raison de l'urgence environnementale, de la pression citoyenne, de la pression des consommateurs, de la pression du régulateur européen, nous devons changer. Nous devons pousser notre dispositif vers l'excellence, anticiper avant que le système soit bouleversé de force, que nous finissions par subir certains des changements. Nous devons faire en sorte aussi qu'il anticipe les évolutions des modes de collecte. Je pense par exemple au modèle de la collecte diffuse, qui va se développer, j'en parle avec les industriels. Je pense aussi aux évolutions des modes de logistique et d'emballage. Tout ça, ça peut faire peur. Mais l'ambition, elle est qu'ensemble, collectivement, nous franchissions une nouvelle étape. Que nous nous donnions un cadre pour basculer de la gestion des déchets à l'économie circulaire, passer de l'aval à l'amont, éco-conception, prévention des déchets, promotion du réemploi. C'est donc une haute marche que nous devons prendre. On a déjà commencé à y travailler depuis plusieurs années, je l'ai dit. Mais on pourra la prendre et on pourra arriver à franchir cette marche-là que si nous le faisons collectivement, ensemble, au même rythme, le plus rapidement possible, mais en nous serrant les coudes, en trouvant des solutions dans la discussion. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont émergé. C'est d'ailleurs dans le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, que je veux le préciser, j'y reviendrai, n'est pas le projet de loi du gouvernement, ou pas que du gouvernement. Pour ça, en partie pour cette raison-là, je ne veux pas insister pour que ce projet de loi porte mon nom. C'est votre projet de loi, c'est le projet de loi de tous ceux qui ont participé à son élaboration, mais j'y reviendrai. Les enjeux, donc vous les connaissez, ils sont de taille, mais ça fait du bien de les rappeler un peu. Moi, je voulais commencer par rappeler le cap, le sens des transformations qu'on enclenche. L'accélération de la transition vers l'économie circulaire, ça répond à la fois à des enjeux environnementaux, à des enjeux de développement économique et d'emploi, à des enjeux sociaux et aussi à des enjeux de souveraineté pour la France. Moi, je me souviens toujours d'une conversation que j'ai eue dans ma circonscription
avec quelqu'un qui me disait « Mais vous nous avez dit qu'il faut mettre un prix sur le carbone pour nous indépendantiser de certains pays producteurs d'énergie fossile et producteurs de pétrole. Mais si vous ne faites pas plus sur la question des déchets, la réparabilité, le réemploi et la lutte contre la pollution plastique, alors ça revient à nous mettre dans les mains d'autres pays de l'autre côté du globe. » Donc là aussi, c'est une question de souveraineté pour la France. Vous êtes aux premières loges de ça. Vous êtes aux premières loges de ça. Alors, le chemin parcouru depuis septembre 2017, je crois qu'il est très important et qu'on peut collectivement commencer par s'en féliciter. Je voudrais rappeler aussi un peu quelle a été la méthode de concertation. Alors, vous allez me dire, elle est bien gentille, elle va nous rappeler la méthode de concertation, mais enfin, on y a tous participé. Je ne suis pas sûre qu'on en ait vraiment besoin. Mais je sais que depuis quelque temps, certains semblent totalement pris d'amnésie sur le travail qui a été fait en commun, donc je voulais le rappeler. Je voudrais revenir donc un instant sur ce que nous avons fait ensemble. 2 consultations en ligne du public, la présentation des 50 mesures de la feuille de route de l'économie circulaire par le Premier ministre, des comités de pilotage, nombreux, une centaine de réunions avec des élus, des chefs d'entreprise, des associations. Il y a eu aussi ensuite le grand débat qui, comme je le disais, a fait remonter beaucoup de propositions très fortes, des groupes de travail encore, qui ont lieu encore et qui ont eu lieu pendant de longs mois, qui nourrissent des mesures législatives, comme par exemple le groupe de travail sur les dépôts sauvages, sur les déchets du bâtiment, l'indice de réparabilité, le rapport sur les compétences et les nouveaux emplois. Et puis je voudrais aussi rappeler quelques-unes des choses que nous avons, sur lesquelles nous avons cranté, sur lesquelles nous avons beaucoup avancé, depuis en particulier la mise en œuvre de la feuille de route de l'économie circulaire. D'abord la réforme fiscale que j'avais esquissée ici même en 2017 et qui a été votée dans le projet de loi de finances de 2019 pour mettre les signaux économiques au bon niveau, à savoir pour que l'élimination coûte plus cher que le recyclage, ce qui est un préalable au décollage de l'économie circulaire. La signature d'un pacte national sur les emballages plastiques avec des ONG, avec le WWF, avec Tara Expédition, avec la Fondation Ellen MacArthur, avec des entreprises aussi particulièrement engagées comme Unilever, Carrefour, Auchan, Casino ou Système U, pour atteindre collectivement 60% d'emballages plastiques effectivement recyclés d'ici 2022 et éco-concevoir les emballages pour les rendre réutilisables, recyclables ou compostables à 100% d'ici 2025. Rappelons aussi les engagements volontaires de juillet 2018, pris par plusieurs secteurs industriels, de doubler la quantité de plastique recyclé dans leurs produits, avec une prochaine vague d'engagement qui va avoir lieu là, dans quelques semaines, à l'automne 2019, avec un objectif de triplement. Cette stratégie, elle commence à porter ses fruits. La croissance de la production de matières plastiques recyclées en France a augmenté de 12% en 2018. Je voudrais rappeler aussi l'appel à projet Citeo ADEME, qui est doté d'une enveloppe de 6 millions d'euros pour le déploiement de dispositifs de collecte innovants, de collecte d'emballage, collecte solidaire et innovante. Maintenant, parlons aussi un peu du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Elle se développe autour de 4 grands axes. D'abord, donner aux citoyens l'information qui lui est nécessaire pour agir en conscience, pour lui donner plus de pouvoir pour consommer des produits de meilleure qualité et plus durables. Nous le savons, la question de la transparence, la question de la redevabilité, elle est essentielle en matière de promotion de la transition écologique. C'est un peu la clé de voûte, et c'est un préalable à l'action environnementale. Nous le voyons dans tous les domaines, partout. Les gens veulent savoir, ils veulent être au courant, ils veulent pouvoir prendre des décisions en conscience. Deuxième grand axe, donner aux citoyens les informations pour adopter le bon geste de tri, en harmonisant plus vite la couleur des poubelles, comme nous le demandent massivement les Français, et en leur donnant une information claire sur le geste de tri. Sortons de certaines des complexités, parfois presque inutiles, du système actuel. Troisième axe aussi, refonder le pacte des filières REP pour faire remonter la responsabilité de l'aval vers l'amont et entrer dans une nouvelle ère de la gestion des déchets. Ça, j'y tiens beaucoup, personnellement. Ça passe par la transformation de la gouvernance des filières pollueurs-payeurs, pour mettre plus de transparence et de contrôle dans leur fonctionnement. Par l'élargissement aussi de leur mission, notamment pour intégrer des objectifs chiffrés, de réemploi, de réutilisation, de réparation quand c'est nécessaire. Un bonus-malus
ou des bonus-malus sur les éco-contributions pour créer une incitation forte à l'éco-conception, pour lutter contre le suremballage ou encore l'obsolescence programmée. La création aussi de nouvelles filières à responsabilité élargie des producteurs sur les jouets, sur les mégots. Ça peut paraître anecdotique, mais attardons-nous un instant sur les mégots. Il y a 2 milliards de mégots qui se retrouvent chaque année dans les rues de Paris. Pardon, excusez-moi. Je vous laisse imaginer dans le reste de la France. Et personne ne se rend compte qu'il s'agit de plastique imbibé de substances toxiques qui polluent les réseaux d'eau et qui coûtent cher aux contribuables. Parce que vous soyez fumeur ou pas, ça a un coût pour la collectivité de venir nettoyer tout ça. J'ai demandé aux industriels du tabac de prendre leurs responsabilités. Et je veux qu'ils mettent en place une filière pollueur-payeur pour lutter contre le fléau que représentent les mégots de leurs cigarettes. Filière REP aussi sur les articles de sport, de loisirs. Il y a 1 million de vélos qui sont jetés chaque année alors qu'ils pourraient être réparés et réutilisés. 1 million de vélos chaque année. Les articles de jardinage feront aussi l'objet d'une REP, mais aussi les lingettes, qui est un vrai fléau pour les stations d'épuration. Ça va créer des incitations pour mieux concevoir ces produits. Ça va permettre de considérablement alléger le poids de vos poubelles et faciliter la vie des collectivités. Au total, ce sont plus de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros qui vont être redirigés vers les collectivités. Ce sont de nouveaux soutiens qui vont arriver. Je le répète pour que ça soit bien entendu par tous, pour qu'on soit vraiment dans la bonne foi. 500 millions d'euros. Et je ne compte pas les dizaines de millions d'euros d'économies qui sont liées à l'accord que j'ai obtenu entre le secteur du bâtiment et les collectivités. Je sais que certains d'entre vous dans la salle y étaient d'ailleurs, sur la question de la résorption des décharges sauvages grâce à la création d'une filière pollueur-payeur dans le secteur du bâtiment. Nous devons être aux côtés des maires. Et je crois que j'ai prouvé que nous avons déjà fait le maximum et nous allons continuer, le combat n'est pas fini. Mais pour être aux côtés des maires, pour que chacun prenne ses responsabilités, notamment et en particulier dans le secteur et pour lutter contre ce fléau que représentent les dépôts sauvages. Enfin, dernier axe du projet de loi, la lutte contre le gaspillage. L'article 5 prévoit l'interdiction de l'élimination des invendus non alimentaires. C'est une première mondiale. Une première mondiale. La France est pionnière. Chaque année, il y a 1 milliard d'euros, presque 1 milliard d'euros d'invendus non alimentaires qui sont détruits alors qu'ils pourraient être donnés, réutilisés ou recyclés. C'est ça la réalité. Et ça aussi, c'est le cœur de ce projet de loi. C'est l'illustration que la transition écologique, elle est et elle doit être solidaire. Donc l'ensemble de ces actions, mesdames et messieurs, représente un potentiel de 300 000 emplois sur les territoires, des emplois non délocalisables, des emplois locaux. Alors après le passage au Sénat, le texte a été encore enrichi. Je citerai à cet égard plusieurs des avancées que, de notre point de vue, que les sénateurs ont apportées à ce projet de loi et sur lesquelles, avec mes services, nous avions travaillé. Des objectifs de réduction des emballages à 2030 et 2040. L'adoption, au premier article du texte, de l'objectif fixé par le président de la République de 100% de plastique recyclé d'ici 2025. Des dispositions contre la publicité incitant au rebut. Des précisions sur les modalités d'étiquetage. Des mesures pour lutter encore plus contre le gaspillage alimentaire. Le renforcement des pouvoirs de police des élus locaux. Très important. Et le renforcement du régime de sanctions applicable aux éco-organismes. Mais aussi un fonds pour la réparation ou encore une meilleure traçabilité des exports de déchets. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment un scoop, le projet de loi ne se résume pas à la consigne. Autant vous le dire, on en a quand même parlé de la consigne. Mais ça fait un peu plus longtemps que depuis quelques mois. Alors en l'espace de 3 jours, je vais vous le dire très franchement, au Sénat, je pense que c'est à cause parce que la période devait être propice, j'ai entendu tous les arguments les plus abracadabrantesques pour la dénoncer. Et je crois qu'il est indispensable de redonner au débat des bases objectives à une mesure qui est plébiscitée par les Français. Oui, chaque année, malgré les efforts sans relâche, et les performances remarquables de certaines collectivités, ce sont, et là j'utilise un chiffre conservateur, à minima 200 millions de bouteilles d'eau. Et uniquement de bouteilles d'eau. Je ne vous parle pas de canettes, je ne
ne vous parle pas des briques, je ne vous parle pas de tous les autres emballages. 200 millions de bouteilles d'eau qui se retrouvent dans la nature en France. C'est aussi près de 7 milliards de bouteilles et de canettes sur les 16,6 milliards que nous consommons qui ne sont pas recyclés. Et donc, ils sont pour la plupart au mieux brûlés. Alors, c'est un très bon combustible, hein, ça c'est sûr. Mais c'est du gaspillage quand on connaît la demande actuelle pour le PET recyclé. Et vous le savez, d'ailleurs, la tendance actuelle n'est pas bonne parce que la vente à emporter se développe. Nous voulons donner les moyens aux collectivités de faire face aux effets néfastes de ces nouveaux modes de consommation hors foyer qui se développent. Et d'ailleurs, puisque j'en suis à parler de recyclage, ça tombe bien, je crois que c'est le bon lieu pour ça, même si, et je l'ai répété déjà plusieurs fois, le recyclage n'est pas une fin en soi. C'est une transition vers un changement profond de nos modes de consommation, le réemploi, la réutilisation. Mais c'est une des solutions durant cette phase de transition. Et il répond, le recyclage, lui aussi, à des impacts, à des objectifs environnementaux majeurs. C'est pour ça que j'ai été, je ne vous le cache pas, assez surprise la semaine dernière, quand dans mes échanges, j'ai entendu avec les sénateurs, j'ai entendu que le recyclage des emballages n'était pas une solution écologique. Grande première mondiale, le recyclage n'est pas écologique. Enfin oui, faire le seul pari du prolongement du système actuel de collecte ne nous permettra pas d'atteindre, sans y dépenser des fortunes très importantes, et sans attendre des années encore pour éliminer les bouteilles dans la nature et atteindre les exigences fortes de l'Europe. Je les rappelle, elles nous obligent tous collectivement. 75% de bouteilles recyclées d'ici 2025, 90% d'ici 2029. Cette situation, ces constats que je viens de poser là, je crois qu'ils ne peuvent satisfaire personne. Ni vous, ni moi, ni les autres élus et parlementaires. Et donc ensemble, nous devons chercher à améliorer ce système. C'est pour cette raison-là que nous nous sommes tournés vers la consigne. Alors je sais que certains partent en croisade personnelle contre la consigne, pour de mauvaises raisons. Non, la consigne ne va pas relégitimer, elle ne va pas relégitimer. Et j'avoue que la plupart de certains, pour la plupart, cet argument m'a surpris, elle ne va pas relégitimer la bouteille en plastique. C'est l'objectif inverse. Ça a même été, et nous avons, croyez-moi, regardé tous ces chiffres en détail, mais nous allons continuer à le faire ensemble collectivement. Ça a même été le contraire en Allemagne. La consigne a limité l'augmentation du plastique à usage unique et le taux de réemploi des bouteilles est aujourd'hui beaucoup plus élevé qu'en France. Je note d'ailleurs que les adversaires de l'illégitime bouteille en plastique consignée la trouvent extrêmement légitime quand cette même bouteille est dans le bac jaune. Donc le recyclage, c'est bien, mais que dans le bac jaune. Donc ce que nous avons cherché à faire, c'est pas à réinventer la poudre, mais simplement à reproduire, en l'adaptant à notre système, ce qui fonctionne le mieux ailleurs. Mais nous devons l'adapter à la France. Et ça, le gouvernement ne peut pas le faire seul. Je sais que ça peut être difficile à entendre, même parce que ça induit des changements de méthode, des changements d'usage, des changements de façon de penser le service public de gestion des déchets et même les filières. Mais les Français nous le demandent. Je sais que c'est particulièrement difficile parfois de changer aussi quand vous êtes aux premières loges, quand vous travaillez d'arrache-pied pour gérer le système public de gestion des déchets en France, qui est très bon et qui est un travail colossal, parfois ingrat, parce qu'il est essentiel mais il ne se voit pas. Et du coup, ce qui se voit souvent, c'est quand il y a eu quelques petites défaillances, et c'est là où on vient parfois injustement accuser ceux qui gèrent ce système public de gestion des déchets. Et donc c'est collectivement que nous devons y travailler. Les Français nous le demandent. Et sur ce sujet, le gouvernement n'avance pas masqué. Nous n'avançons pas masqué, nous avançons pour l'intérêt général. Dès le mois de février 2018, à l'occasion de la consultation menée dans le cadre de la feuille de route de l'économie circulaire, j'ai publiquement mis dans le débat la question de la consigne sur les bouteilles en plastique et les canettes en métal. La consigne pour recyclage. Dans la feuille de route elle-même, qui a été présentée par le Premier ministre en avril 2018, la consigne est mentionnée en noir sur blanc. Et je le redis, nous ne voulons pas que ce système se mette en place en pénalisant les collectivités. Expliquez-moi quel serait l'intérêt du gouvernement que de soutenir un système qui pénaliserait
ceux qui gèrent le système, ceux qui sont aux premières loges, ceux qui sont les acteurs même de l'économie circulaire. Ce serait totalement absurde. Les subsides aux collectivités ne baisseront pas. Ils seront simplement reventilés différemment entre ce qui demeurera dans le bac jaune, non pas parce que je le dis, mais tout simplement parce que c'est la loi. Elle vous garantit 80% du coût de traitement net d'un service de tri optimisé. Là, je suis d'accord avec vous, la question du mot « optimiser », ce mot « optimiser-là », nous devons y retravailler collectivement. Mais laissez-moi vous rappeler que la définition de cette optimisation a été validée à un certain moment par les associations d'élus. Donc la donne ne change pas. Les investissements des collectivités seront garantis. Le gouvernement a proposé justement au cours du débat au Sénat un ensemble de garanties qui sont fondées sur 3 principes. Premier principe, un dispositif de consigne pour recyclage doit permettre de soutenir et de renforcer les initiatives de consigne pour réemploi. Il n'y a pas d'opposition entre les deux systèmes, et bien au contraire beaucoup de synergie. Aucun système de consigne pour recyclage ne pourra être mis en œuvre sans qu'il soit adossé en parallèle à un objectif de réemploi pour la filière emballage. Deuxième principe, ce dispositif a un impact financier positif. J'ai bien dit positif pour les collectivités, à travers 2 leviers. La réaffirmation, je le disais, de ce que prévoit la loi Grenelle 1, ce qui est réaffirmé dans la directive européenne, la loi Grenelle 1 sur la prise en charge par l'éco-organisme de 80% des coûts nets optimisés du bac jaune, collecte et tri. 2. Les bouteilles collectées par le bac jaune pourront être déconsignées en sortie de centre de tri. Il s'agit de montants très importants, environ 5 fois supérieur au soutien qui est versé à ce jour par Citeo pour la collecte et le tri de ces mêmes bouteilles. Ça pourrait représenter un gain financier pour les collectivités qui soit compris entre 50 et 124 millions d'euros par an, selon les hypothèses qui sont retenues sur le montant de la consigne et selon le volume de bouteilles qui est capté par le bac jaune. Troisième principe. Les collectivités territoriales doivent être associées à la gouvernance du système de consigne qui est mis en place, pour ne pas subir. D'abord en ayant leur mot à dire sur les conditions et les modalités de leur déploiement, notamment sur l'emplacement des machines afin d'accompagner les politiques de redynamisation territoriale, en particulier des cœurs de ville. Elles doivent aussi pouvoir, si elles le souhaitent, acquérir des machines et être rémunérées par l'éco-organisme pour le service qui est rendu. Voilà à peu près les contours de ce que nous entendons par consigne pour recyclage. Vous dire que ce sont des contours qui sont définitifs, gravés dans le marbre, ce serait faux. Pourquoi? Parce que la concertation continue. J'ai toujours travaillé comme ça depuis le début, depuis que j'étais ici, à cette tribune, en face de vous. Et donc le travail continue aussi. Il y a eu beaucoup de malentendus sur les chiffres. Parfois une certaine défiance, et même, très franchement, disons-le, de la mauvaise foi. Mais nous partageons tous le même objectif. Nous partageons tous le même objectif. Protéger le système public de gestion des déchets, sortir du tout plastique pour aller vers une société du réemploi et de la réutilisation, mais en s'en donnant vraiment les moyens. Permettre aux collectivités de ne pas regarder le passé, le train du changement de modèle qui se profile, celui de la collecte diffuse. Il y a encore de nombreux défis qui sont devant nous. Je le disais, tout ça, nous continuerons à travailler en concertation, nous devons l'élaborer collectivement. Il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre voie que ce travail collectif. Il y a au-delà des croisades personnelles. Il y a beaucoup de défis qui sont encore devant nous. Vous les connaissez largement aussi bien que moi, et à mon avis, même mieux. Transformer dans les usages, les comportements, ça, il faut les transformer profondément. Il s'agit d'une bataille culturelle. Les Français y sont prêts. Vous le savez depuis longtemps, parce que cette bataille culturelle-là, c'est vous qui la menez. Il y a des entreprises pionnières qui sont prêtes aussi, en migrant vers de nouveaux modèles économiques. De toute façon, ils réfléchissent très sérieusement, parce que c'est une question aussi d'acceptabilité vis-à-vis de leurs consommateurs. Il y a des défis technologiques majeurs, qui peuvent être un avantage, un atout pour la France. Nous avons parmi les plus belles entreprises au monde en matière de recyclage et de gestion des déchets. Allons encore plus loin. Gardons notre avantage compétitif. Explorons certains des défis technologiques, comme par exemple le recyclage chimique, enzymatique, les matériaux du post-plastique.
Il y a aussi les défis, bien sûr, politiques pour mobiliser sur les territoires tous les maillons de la chaîne.